troisième webinaire de restitution des retours d'expérience de l'exploration systémique qu'on a menée. On va vous dire quelques mots d'introduction, se présenter, dire quelques mots sur cette exploration systémique, alias la colo, sur le cheminement des webinaires précédents, avant de passer la parole à nos deux entrepreneurs dirigeants qui vont témoigner. Cyril, je te passe la parole pour dire quelques mots sur toi. Bonjour tout le monde. Alors quand je parle, c'est le micro de Joséphine qui s'affiche parce que je suis à côté de Joséphine dans le Quotidien de Change. Je m'appelle Cyril Passard. Je porte depuis 3 ans un projet de recherche-action autour de l'approche systémique et de la manière dont l'approche systémique peut aider notamment les associations et plus globalement les acteurs de l'intérêt général à essayer de comprendre les problèmes complexes auxquels ils font face et du coup agir peut-être de manière plus saine, robuste et durable. Voilà, je passe le relais à Léna. Oui, bonjour à tous, ravie d'être là ce matin. Moi, je suis Léna Gettner, je travaille depuis une quinzaine d'années dans l'innovation sociale et je suis aujourd'hui déléguée générale du KIF, qui est une alliance de 10 incubateurs d'innovation sociale. Et Amandine est la troisième acolyte de la colo. Merci Léna. Moi, je suis donc Amandine Barthélémy. Moi, je suis engagée depuis une vingtaine d'années maintenant dans l'innovation sociale et le soutien à des projets d'intérêt général qui veulent changer d'échelle, grandir sans perdre leur âme. Et je suis passionnée par la question de la vision politique des entrepreneurs sociaux, comment on peut contribuer à transformer notre société ensemble. Donc, je suis ravie de mener cette aventure avec Cyril et Léna. Je vais laisser Léna dire quelques mots sur la colo. Oui, avant d'entendre deux témoignages très précieux ce matin, on voulait vous redire quelques mots de pourquoi on est là. On est là parce que on a vécu tous ensemble la colo, qu'on appelle de manière plus institutionnelle l'exploration systémique, qui en fait est un compagnonnage de 6 mois pour explorer l'approche systémique appliquée au secteur associatif. Et donc, on était 9, donc Amandine, évidemment, Cyril, Flora Vidal-Marant de Weavers, Elisa Lewis de 13 Avenir, Marion Moulin de Possible, Anne Charpie de Voisin Malin et Jérémy et Joséphine qu'on va entendre ce matin. L'idée ce matin, c'est pas forcément de vous raconter en détail le contenu de ce compagnonnage, ce qu'on a vécu tous ensemble, mais plutôt de se concentrer ce matin sur l'un des aspects importants de l'approche systémique, c'est le lien entre les personnes et les projets qu'ils portent. Puisqu'en fait, cette colo, elle s'est adressée à des organisations. Et derrière les organisations, on le sait tous, il y a des personnes, des dirigeants, des dirigeantes, des fondateurs, des fondatrices. Et on est convaincu que pour prendre soin des projets, il faut prendre soin des personnes et inversement. Donc, on a passé une belle énergie tout au long de cette colo à prendre soin des humains lors de cette exploration, à la fois répondre à nos besoins primaires. Et dans nos besoins primaires, on entendait se reposer, se nourrir, rire et puis chanter. Prendre le temps de se questionner sur les moteurs de nos engagements et essayer de nourrir ce feu sacré qui est nécessaire à l'activité et évidemment à l'impact. Se questionner sur les questions de posture de dirigeants qui doivent évoluer et qui évoluent de toute façon en permanence. Et puis une compréhension du système qui se nourrit à la fois par l'activité de la structure, par le terrain, mais également par la science, par la littérature, par la poésie et puis évidemment par l'actualité. Et puis évidemment, nourrir l'altérité et la confiance dans un groupe de 9 personnes pour cheminer ensemble sur ces enjeux qui sont passionnants mais parfois complexes. Et évidemment, l'approche systémique, c'est une question de posture, de changement de croyance et puis d'évolution et d'adaptation permanente à un monde incertain. Ce qu'on a appris tous ensemble et ce qu'on se rappelle souvent, c'est que en fait, l'important, c'est d'accepter de danser avec le système en permanence. Je pense qu'on va en reparler ce matin. Et évidemment, un petit lien avec l'actualité, les systèmes nous secouent beaucoup ces derniers jours. Ils nous questionnent beaucoup sur la place de nos organisations, sur nos croyances, sur nos postures, et réaffirment évidemment le rôle éminemment politique de nos organisations d'intérêt général. Et donc, c'est tout ça qu'on va essayer d'aborder ce matin pendant une heure et demie, et j'ai vraiment hâte de vous entendre. Merci Léna. Quelques mots sur ces trois webinaires, sur la façon dont on les a envisagés. On le sent dans ce que tu nous partages, Léna. Adopter une approche systémique, c'est un profond chemin de transformation qui amène à revisiter sa compréhension des problèmes, la compréhension aussi de ce que sa propre organisation essaye de résoudre. Ça amène à questionner, à s'ajuster, à modifier la manière dont son association y répond. Et puis souvent à entamer une transformation organisationnelle et personnelle
en quête d'une place plus juste. Et donc, on a imaginé cette série de 3 webinaires pour éclairer ce qu'adopter une approche systémique signifie concrètement, autour de retours d'expérience sous forme de regards croisés, où 2 dirigeants vont explorer une facette de cette transformation à l'aune de ce qu'ils ont appris ou réalisé jusqu'alors. Donc, lors du premier webinaire qui a eu lieu au mois d'avril, Elisa Lewis de 13 Avenir et Territoire Zéro Chômeur et Flora Vidal-Marron de Weavers nous ont partagé leur retour. Dans quelle mesure l'approche systémique transforme le regard qu'elle porte sur leur organisation, leur rôle et la manière d'agir dans l'organisation. Comment est-ce que l'association est amenée à évoluer? Qu'est-ce qui bouge concrètement dans ce qu'on fait et dans ce qu'on est? Quelles sont les justes places à prendre? Et on a collectivement pris conscience à l'occasion de ce webinaire vraiment de l'importance d'avoir le courage de la nuance et du recul, le courage de l'honnêteté pour expliciter, nommer les lignes de tension qui nous travaillent dans l'action, s'interroger en permanence sur la juste place de nos projets en ne laissant pas les solutions se refermer sur elles-mêmes. Le pire serait de contribuer à ce que rien ne change en faisant bien son travail. C'était un peu la, la fin de notre webinaire. On vous mettra bien sûr le lien vers les replays dans le chat ou à la fin. Lors du second webinaire qui a eu lieu le mois dernier, on a abordé avec Anne Charpy de Voisin Malin et Marion Moulin de Possible et Actis comment l'approche systémique fait agir différemment, comment elles ont transformé leurs activités au sein de leur structure pour mieux viser un changement systémique et quelles actions elles ont lancées pour créer le changement. On a vu avec elles à quel point il était important d'ouvrir des espaces d'apprentissage ensemble pour cheminer, de se mettre à l'école de la relation. On a vraiment réaffirmé ensemble que les changements de relation sont au cœur de l'approche systémique pour faire vraiment des associations, des laboratoires de transformation de la société, de transformation opérante, en partant des vulnérabilités dans un langage de vérité, en misant aussi sur la coopération, on va en reparler ce matin, vraiment comme une nécessité pour travailler sur les croyances, les effets de bord et l'évolution des structures. Et on a parlé vraiment du déclencheur qui est la réalité pour agir. Merci beaucoup pour vos retours nombreux, enthousiastes, profonds, à la fois en direct et en différé. Vous êtes les bienvenus aujourd'hui aussi pour partager dans le chat au fil du webinaire vos réactions, vos questions. On prendra un temps tout à l'heure pour faire réagir Joséphine, Cyril et Jérémy, pardon, sur les points qui vous sembleront importants. Et aujourd'hui, donc le thème de ce troisième webinaire, c'est vraiment le changement de posture. Comment est-ce que chemin faisant, l'approche systémique transforme aussi personnellement? Qu'est-ce que ça fait bouger dans la posture de leader, de manager, dans les relations en interne et en externe? Et avant de passer la parole à Jérémy et Joséphine, on va les présenter. Peut-être Léna, tu peux dire un mot sur Joséphine? Oui, bien sûr, Joséphine, Joséphine, je l'ai rencontrée au tout début de Ticket for Change. Je me rappelle de Joséphine euh, solaire, enthousiaste, engagée, et sur la scène de l'hôtel de ville de Lyon, lors de la première tournée du bus de Ticket for Change, pour envoyer de l'énergie positive à toute la foule qui était présente. Elle prenait le micro pour tous les entrepreneurs sociaux en puissance qui étaient là. C'était il y a une douzaine d'années. On parlait encore très peu d'entrepreneuriat social, d'innovation sociale, et d'autant plus en dehors de Paris. Et elle était là pour prendre de la place, montrer qu'un autre modèle était possible, pour convaincre les élus, les acteurs privés, les financeurs, déjà dans une posture d'alliance et sur le terrain pour permettre à des nouvelles croyances optimistes d'émerger, déjà dans une posture éminemment systémique. 10 ans après, c'est toujours la même énergie, la même intelligence et puissance d'action que porte et déploie Joséphine, qui est cofondatrice et directrice de Ticket for Change. Elle est également membre de Racine, le collectif des fondations engagées pour l'approche systémique, et co-autrice du manifeste Tu fais quoi dans la vie, qu'elle a coécrit avec Mathieu Dardaillon. Joséphine, j'ai hâte de t'entendre. Léna, je vais dire quelques mots sur Jérémy Lovenbruck. Jérémy, j'ai eu la chance de le connaître quand nous étions au conseil d'administration du mouvement des entrepreneurs sociaux, il y a une dizaine d'années, où il portait déjà inlassablement la voix des territoires. Et pour le présenter, j'ai envie de dire que c'est justement un entrepreneur de territoire, Jérémy, mu profondément par la conviction que la coopération peut permettre de faire ensemble ce que chacun ne pourrait pas faire isolément. Jérémy, c'est un être de feu, passionné, engagé, profond, doté d'une capacité de réflexion et d'action vraiment hors du commun, une capacité de questionnement et de création qu'il met au service de projets qui lui semblent les plus transformateurs. Et c'est pour ça qu'il a fait des paris fous. D'abord, celui d'impulser, il y a une douzaine d'années, une SCOP à l'ANCA, au service de la transition du territoire,
mais aussi de lancer 2 ans plus tard Allo Bernard, une conciergerie de quartier pour créer du lien à Toulouse. Et comme beaucoup de projets peinent sur le volet immobilier, ben, ça t'a pas fait peur. Tu t'es dit qu'il valait la peine d'essayer de créer une foncière responsable, Belleville, qui porte depuis 5 ans maintenant des lieux de vie inédits en menant des opérations d'acquisition, de rénovation, de programmation, dont le projet des Halles de la Cartoucherie, qui vient d'ouvrir à Toulouse en septembre et dont tu nous reparleras sans doute dans sa dynamique multi-acteur assez incroyable avec beaucoup de défis. Jérémy il a l'audace de montage novateur, que ce soit voilà, sur le plan immobilier, sur le plan financier, sur le plan opérationnel, en inventant ce qui n'existe pas encore, en osant innover avec exigence et ambition sur des modèles économiques et des modèles aussi relationnels. Et Jérémy, c'est aussi quelqu'un qui entreprend toujours avec d'autres, à plusieurs, en collectif, en complémentarité, en alliance, et en agissant au quotidien avec la conviction que le dialogue est la clé de tout, en amoureux de l'altérité, de la différence et de la remise en question qui font grandir, en allant vers ceux aussi qui sont pas d'accord avec toi. Donc, on a hâte aussi de t'entendre. Je te passe la parole, Cyril, pour une courte introduction avant les témoignages de Joséphine et Jérémy, pour nous proposer un petit cadrage avant de démarrer. Merci, Cyril. Merci. Est-ce que oui, vous m'entendez bien? C'est bon, le micro marche. Génial. Merci pour à chaque fois vous faites des introductions ou un vrai talent pour les introductions lyriques et puissantes. Merci à tous les deux. Très rapidement, deux, trois éléments effectivement de cadrage et on va notamment parler de la question de. Je vais faire un micro laïus sur la question des échelles parce que c'est ce qui nous fait un peu rentrer par cet angle aujourd'hui dans ce webinaire. Mais voilà, pour poser deux, trois éléments de contexte, nous les acteurs de l'intérêt général, on est un peu coincés en fait entre deux choses pas évidentes à appréhender, des problèmes qui sont hyper complexes, des problèmes sociétaux, environnementaux voilà, qui sont hyper complexes et qui sont pas faciles à comprendre en fait, et qu'on ne comprendra jamais, d'ailleurs jamais parfaitement. Et du coup, il faut travailler avec cette espèce de matière en partie floue, et l'enjeu étant notamment d'essayer d'un peu mieux les comprendre pour essayer d'avoir un peu plus de prise dessus, espérons. Et du coup, on est coincé entre ça, entre guillemets, et le fait qu'on est là aussi pour provoquer des changements. Or, le changement, qu'il soit individuel, qu'il soit collectif ou même institutionnel, c'est hyper complexe aussi, en fait. En vrai, c'est difficile de bien comprendre ce que c'est que le changement et encore plus, du coup, comment on y contribue, comment ça s'accompagne, comment ça se provoque. Et c'est en ça que l'approche systémique, bon, l'approche systémique, c'est pas la panacée, hein, je n'ai de cesse de le répéter, c'est pas la solution à tous les problèmes, mais c'est à la fois une posture des pratiques et même une éthique pour moi de l'action qui, en tout cas pour les acteurs de l'intérêt général, permet, espérons-le, du coup, je le disais en introduction, d'un peu mieux comprendre ces problèmes complexes et ajuster sa place. C'est de trouver un peu quelle est sa juste place et comment l'ajuster en continu, étant donné que les problèmes, le monde qui nous entoure évolue. Sous notre influence en partie, mais il évolue aussi. Et du coup, on a un enjeu à toujours s'ajuster pour essayer d'avoir une action qui soit à la fois robuste, donc essayer d'agir de manière puissante et pertinente aux bons endroits, une action qui soit saine, donc essayer d'apporter des choses positives sans trop faire de dégâts malgré nous, et puis une action qui soit durable. Donc, notamment avec cet enjeu voilà, de ne pas sacrifier le long terme sur l'autel des urgences de court terme. Mais du coup, mon micro laïus à propos des échelles, c'est que l'approche systémique, bon, l'approche systémique, ça invite à pas mal de choses, mais notamment à prêter attention aux relations. Je vais pas m'étendre là-dessus très longtemps, mais aux relations pas que entre humains d'ailleurs, aux liens entre les choses, aux liens entre les éléments d'un système. Donc ça va être certes comment peut-être des acteurs, par exemple, se bloquent en se contraignant mutuellement, peut-être même sans forcément le voir, mais aussi les relations et la manière dont s'influencent conjointement des comportements et des croyances, ou des outils et des usages, une infrastructure et des comportements. Et là, je ne fais que faire des couples, des paires, entre guillemets, mais tout ça s'entre-influence. Et l'enjeu de l'approche systémique, notamment, c'est d'essayer de prêter attention à ces ensembles de relations, à la manière notamment dont les relations sont plutôt d'ordre circulaire plutôt que linéaire. On parle souvent de l'approche systémique comme étant une approche qui n'est pas forcément linéaire. C'est essayer de voir quelles sont les boucles, en fait. Comment le fait de penser, par exemple, quelque chose m'amène à avoir des comportements qui vont provoquer des effets qui vont confirmer ma pensée. Bon, bah là, on a un exemple très basique de boucle. Et deuxième chose que propose l'approche systémique, c'est notamment voilà, d'essayer de prêter attention aux effets d'ensemble, à ce qui se dégage quand on forme un écosystème. En fait, ça provoque des effets d'ensemble. C'est un peu l'héritage de la sociologie de dire que quand on met plusieurs personnes ensemble, ça provoque des effets qui n'existent pas individuellement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait,
souvent, du coup, on parle de l'approche systémique. On peut confondre l'approche systémique avec une vision holistique un peu globale en se disant c'est s'intéresser au grand ensemble, mais si on prend l'exemple des comportements qui se dégagent dans un groupe, le fait de mettre plusieurs personnes ensemble, ça provoque des comportements de groupe qui n'existent pas forcément individuellement, mais qui en retour vont influencer les individus. Et du coup, cette approche systémique, c'est pas que cette vision juste globale, holistique. Le dézoom, c'est le lien entre les effets d'ensemble, le dézoom et les individus. Pardon, j'ai un petit message. Est-ce qu'on m'entend bien toujours? Participer à l'audio? C'est bon, on m'entend bien ou pas? Ok, je vois des mains levées, pardon. Et du coup, c'est cet enjeu de zoom et de dézoom entre des effets d'ensemble, des effets individuels et la manière dont ils s'entre-influencent. Et du coup, en fait, on a toujours à avoir en tête, entre guillemets, si on cherche à adopter une approche systémique, avoir en tête différents niveaux d'échelle. Et c'est ça qui n'est pas forcément évident à avoir. Et du coup, pour une association, ça veut dire s'intéresser à ce qui se passe dans son écosystème, à prêter nettement plus attention peut-être on est poussé à le faire, à ce qu'on provoque autour et ce qui se passe autour de nous. Mais l'approche systémique invite également, en général, quand on s'y plonge, à avoir une vision systémique de son organisation, par exemple, mais aussi à avoir une approche systémique à titre plus individuel. Et on s'aperçoit, en tout cas, nous, on l'a vu dans l'exploration systémique, que ça a amené nos dirigeantes et nos dirigeants à pas mal se questionner sur leur propre posture et les influences que ça provoque dans leurs relations interindividuelles, pro ou perso. Et en fait, ces échelles ne sont pas distinctes. Il n'y a pas une approche systémique au niveau individuel, une approche au niveau de l'organisation, une approche au niveau des problèmes sociétaux. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment tout ça s'entre-influence à nouveau. Et du coup, c'est ça l'intérêt de ce webinaire, c'est de se dire, on a parlé jusqu'à maintenant, Léna le rappelait, on a parlé beaucoup de l'approche systémique au niveau de l'organisation et le travail sur les problèmes sociétaux. Là, on va plus s'intéresser à la question de la manière dont l'approche systémique influence peut-être la posture, les pratiques, les comportements, les manières d'être de dirigeantes et de dirigeants que sont Joséphine et Jérémy. Et on va essayer, et c'est ça l'exercice difficile, mais on va essayer de le faire, de voir aussi comment tout ça coévolue. C'est-à-dire que moi, peut-être que ma posture de dirigeant évolue, mais qu'est-ce que ça transforme dans mon organisation et comment ça me transforme en retour et qu'est-ce que ça transforme sur la place de mon organisation dans son écosystème et inversement. C'est un peu, on va essayer de jouer à ce jeu d'échelle et c'est pour ça qu'on a ce webinaire un peu particulier sur l'approche systémique et ce qu'elle transforme au niveau individuel. Ça peut paraître un peu différent des deux précédents, mais en fait, il y a ce lien des jeux d'échelle et c'est ce qu'on va essayer de voir. On va essayer d'observer cette coévolution entre les échelles. Mais voilà, j'ai déjà été un peu longuet. Je vais maintenant donner la parole à Joséphine et Jérémy avec une première question peut-être pour Jérémy. Allez, peut-être pour commencer. C'est quoi pour toi adopter une approche systémique quand on est dirigeant de structure engagée dans le SS? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement avec tes mots? Alors déjà, bonjour, vraiment tout le monde. Et désolé, je suis au fin fond du Gard, dans des conditions qui sont un peu originales. J'espère que ça va bien fonctionner. Et donc, je suis avec toute l'équipe de Belleville, c'est génial, on prend un petit temps. Pour répondre à ta question, deux, trois points, moi, qui me parlent. Déjà, c'est un truc, en fait, en permanence, on apprend sur soi et sur son organisation. Moi, alors, concernant peut-être plus mon organisation, en fait, dès le début, on est parti sur des questions de RSE et c'était passionnant parce qu'en fait, on a découvert toutes les interactions qu'on a avec les parties prenantes. Et donc, comment est-ce que, en mettant au travail ces choses-là, en fait, chez les organisations qu'on accompagnait, en fait, on découvrait soi-même qu'on en avait plein et de partout. Et donc, ça a été un premier truc. Après, moi, j'ai découvert, j'étais formé au bilan carbone, donc avec une approche plus en scope 3. C'est incroyablement systémique cette approche-là. Et ça m'a fait changer mon regard en fait sur le monde en comprenant, en comptant, on va dire, du carbone, des émissions de gaz à effet de serre. Et puis ça, c'est de façon peut-être d'apprendre en permanence. Moi, à titre perso, ça fait une dizaine d'années que je creuse des choses. Je pense que j'ai aussi, en fait, j'ai fait pas mal de sport de haut niveau et je me suis rendu compte que je me connaissais par cœur physiquement. Je connaissais mon corps euh, euh, dans sa dimension physique. Et là, dernièrement, en fait, je découvre, alors c'est un peu tard, désolé, hein,
après 30, moi j'ai 38 ans, mais en fait, l'exploration sur mes émotions, sur des sujets, mais qui sont incroyablement ouf, en fait, sur les relations entre les hommes et les femmes, par exemple, tous les effets de domination. Et ça, c'est en fait ce qui c'est à la fois je suis trop content d'apprendre ces choses-là, mais par contre, ça me renvoie en fait que bah, quand je relis ma vie à partir de ce que je connais maintenant, ou que je continue à apprendre, ben, je me rends compte en fait que par Jérémy, pardon, exemple, j'ai pu être peux me dans des permettre, pris dans des schémas addictifs très forts. Ouais. pardon, Oui, si tu peux me permettre, est-ce que ça tu peux fonctionne peut-être pas trop. couper ta vidéo, ouais, et ça sera plus, on ne verra pas malheureusement, mais ça sera peut-être plus. Ouais, bien sûr. Je suis désolé et je vais essayer de passer. Est-ce que ça va mieux là? Oui, Ça fonctionne peut-être mieux? OK. ouais. Et donc, je vais essayer de m'organiser, hein. Ce que je disais, c'est que voilà, quand on apprend des nouvelles choses, en fait, on se rend compte aussi qu'on a fait des grosses conneries. Et on ne veut pas peut-être, s'autoriser des choses. Et donc ça arrive sur mon deuxième point qui me semble être essentiel pour moi, qui est, vraiment reconnaître ses vulnérabilités. Je pourrais faire la liste, des vulnérabilités de toutes les structures dans lesquelles, je suis impliqué. D'ailleurs, il y a un lien entre ces vulnérabilités, leurs vulnérabilités et puis mes propres vulnérabilités. Je ne sais pas si on a le temps, mais je vous prends un exemple. Pour moi, Palanca, c'est un petit groupe, c'est quelques personnes, donc c'est très, très dépendant de certaines personnes. Belleville, on est 5 associés fondateurs. Donc c'est génial, ça a une puissance d'action, une vitesse, ça peut être un rouleau compresseur, mais c'est une grande, grande fragilité quand on veut faire des choses qualitatives et avec finesse. Allo Bernard, c'est une structure qui a une ambition incroyable en fait en termes d'impact. Est-ce qu'elle a les moyens de son action? Les Halles de la cartoucherie, mais c'est tout à la fois en fait, c'est toutes ces vulnérabilités. Et moi, je suis un peu en fait dans cette voilà, un peu dans ces choses-là. Je, voilà, je sais peu, enfin, je suis toujours en recherche d'où est ma place. Je pense que c'est aussi une grande vulnérabilité en fait enfin, je génère cette vulnérabilité sur les projets. Voilà, donc pour résumer, peut-être, c'est vraiment apprendre à se connaître, et connaître les rouages de son organisation, reconnaître ses vulnérabilités et bien sûr plein d'autres choses. Merci Jérémy. Moi, ce qui est marquant dans tes témoignages, et moi j'ai toujours été très, très bluffé par ça en te côtoyant, c'est de voir qu'effectivement il y a cette notion de vulnérabilité, mais il y a aussi un courage, une force incroyable d'être capable de parler, et là même d'en parler en ligne, de parler d'enjeux tels que voilà, des enjeux de rapport de domination homme-femme, des enjeux voilà, de période active. Enfin, c'est pas anodin quand même. Et ça montre aussi, ça en dit long, je trouve, sur la puissance, et c'est toujours ces polarités, en fait, c'est vulnérabilité et puissance, les deux fonctionnent ensemble. Merci Jérémy pour ce témoignage introductif. Joséphine, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire adopter une approche systémique en tant que dirigeant? Voilà. Oui. Bonjour tout le monde. Merci à toutes et à tous d'être là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire tout ce que vient de dire Jérémy. Je me reconnais énormément là-dedans, dans le côté apprentissage permanent et reconnaissance de ses vulnérabilités, c'est clair. Moi, ce qui m'est venu en tête quand on a préparé cette question, il y a plusieurs choses. La première, c'est cette notion, j'insiste, d'apprentissage permanent. Il me semble que c'est assez récent, l'appropriation dans le secteur de l'innovation sociale de l'approche systémique. Dans d'autres disciplines, ça a été développé de façon plus approfondie, peut-être depuis plus longtemps. Et là, je trouve qu'on est tous en train d'apprendre, en fait, quelle que soit notre position là dans l'écosystème de l'innovation sociale, en tant que dirigeant, en tant que financeur, en tant qu'accompagnateur. En fait, on est tous en train d'apprendre comment ça se met en place, comment ça se vit, quels résultats ça peut produire ou pas. Donc, il y a un truc dans la posture d'exploration, je ne sais pas comment dire, d'humilité, vraiment d'apprentissage, de remise en question, de test un peu permanent sur ces sujets, quoi. Donc là, tout ce qui est partagé, c'est vraiment avec toute ouais, l'humilité que ça demande. Ce que ça change pour moi, ou en tout cas ce sur quoi je suis vraiment plus attentive, c'est l'aspect relation. On a beaucoup parlé dans la colo, et puis quand on s'intéresse un peu à la théorie du sujet, voilà, tout est une affaire
enfin, je schématise en disant ça, mais tout est question de relation, tu l'as dit, Cyril, dans l'intro. Mais du coup, ça, je trouve que ça change n'importe quelle interaction qu'on peut avoir au quotidien avec les institutions, avec toutes les parties prenantes, en fait, avec lesquelles on est en discussion, conversation, action au quotidien. Ça change vraiment enfin, en tout cas, moi, à chaque fois, j'ai cette grille de lecture, enfin, ces lunettes-là en tête de me dire, OK, ben, là, ce frein ou cette difficulté, c'est pas lié à la personne, c'est pas lié à l'organisation, mais c'est la relation qu'il y a entre nous. Donc, voilà, à la fois, c'est une analyse supplémentaire, et en même temps, ça donne peut-être des clés d'action différentes. On a beaucoup travaillé là-dessus dans la colo. Donc sur la relation, ça change beaucoup. Peut-être on pourra donner des exemples après. Ce que ça change en fait en tant que personne aussi, c'est que c'est une grille de lecture qui ne s'arrête pas à notre vie professionnelle. Donc en fait, toutes ces questions de relations, ça nous travaille aussi à titre personnel. Jérémy en a parlé, mais en fait, voilà, quand on se plonge dans ces sujets, quand on apprend là-dessus, ben voilà, ça a une influence sur toute notre personne, qu'on soit au travail ou pas au travail. Voilà, c'est important, quoi. Ça révolutionne vraiment notre façon de voir les choses. Et qu'est-ce que j'avais envie de dire d'autre? Peut-être que j'y avais pas pensé en préparant, mais là, c'est en entendant Jérémy. En fait, je trouve qu'on prend conscience sur l'aspect vulnérabilité. Ça permet de prendre conscience aussi, enfin moi, ça m'a permis de prendre conscience sur certains points des difficultés qui me semblaient être individuelles, sont des difficultés qui sont collectives. Et donc, des choses que je m'attribuais comme responsable de pas réussir à faire ci, pas réussir à faire ça, pas réussir à porter tel message, pas être assez je sais pas quoi. Bah, en fait, c'est aussi des difficultés qui sont d'une certaine façon ben, plus larges, quoi, qui nous dépassent, qui sont collectives. Voilà, et peut-être le dernier point super important, pareil, on en reparlera après, c'est sur les effets de bord en particulier. Je trouve que toute cette approche, je dirais depuis le début, dans l'histoire, l'aventure de Ticket, on faisait cet exercice-là, mais de façon peut-être moins structurée, moins claire. Et je trouve que là, ça nous donne des outils en fait pour mieux identifier ces effets de bord et du coup pouvoir mieux travailler dessus, quoi. Merci Joséphine. C'est intéressant parce que loin du mythe des super-héros qui portent des structures d'intérêt général pour tout transformer, là vous nous parlez quand même de choses qui questionnent la posture même de dirigeant et j'imagine que ça crée de la tension de se dire on est quand même là pour entraîner des équipes, des partenaires, peut-être rassurer parfois, essayer de créer une dynamique, aller de l'avant, même si on peut le faire de manière pas du tout verticale, etc. Et en même temps, bah, comment on intègre là-dedans du doute, de l'apprentissage, de la vulnérabilité. Du coup, moi, ça me questionne sur qu'est-ce que ça vous fait à vous? Là, vous avez parlé un peu de ce que c'est, entre guillemets, mais qu'est-ce que ça fait et qu'est-ce que ça provoque peut-être comme, à la fois comme effet positif, entre guillemets, souhaitable, et peut-être comme chose qui, au contraire, le sont un peu moins, mais qu'est-ce que ça vous provoque, le fait d'essayer d'adopter un peu plus cette approche-là? Hum, Joséphine, peut-être si tu Vas-y. veux, ou Jérémy, ouais. Je sais pas, pardon. Bon, allez, j'y vais. Allez. Alors moi, si je suis transparente, qu'est-ce que ça me fait à moi à titre personnel? Je... Comme tu veux. Vas-y, j'y vais. Vas-y, Vas-y, ouais. C'est vraiment un double sentiment. Il y a une part où moi, ça m'a redonné énormément de sens. Enfin, euh, 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 me former à cette approche, l'intégrer le plus possible dans notre organisation, dans notre stratégie, dans nos actions, dans comment est-ce qu'on travaille, comment on se développe, c'est quoi nos perspectives. Euh, à titre personnel, ça m'a d'un côté vraiment redonné du sens, de l'espoir, enfin vraiment une perspective
je sais pas comment dire, ouais, redonner du sens de pourquoi en fait on a ce rôle-là aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on développe une organisation, pourquoi est-ce qu'on se bat au quotidien avec plein d'enjeux super difficiles. Je trouve que ça redonne ouais, un espoir de me dire, mais en fait, c'est pour ça que je fais tout ça, quoi. C'est contribuer à un changement systémique avec plein d'autres acteurs, tous les acteurs avec lesquels on travaille. Et en fait, c'est ça la finalité. Moi, ma raison d'être profonde, sur ma fiche de mission, oui, c'est développer l'organisation, assurer la pérennité du projet. Mais en fait, à titre personnel, je vais te dire de façon très caricaturale, je m'en fiche en fait de juste de tickets. C'est pas pour ça que j'ai choisi cette voie professionnelle-là. C'est à quel projet de société, à quel sujet de société. Ça revient au rôle politique dont vous parliez en intro, Amandine et Léna, mais c'est ça en fait, enfin c'est ça le sens de l'action, quoi. Donc moi, ça m'a vraiment redonné dans une actualité, un contexte qui franchement, on a l'impression va pas en s'améliorant, et ces derniers jours, c'est vraiment enfin, bon, voilà, mais moi, ça m'a redonné, ouais, ça m'a vraiment redonné au quotidien un sens, un espoir, une perspective. Mm. Voilà, bref. Le deuxième point positif d'une certaine façon, et c'est lié, c'est la logique collective. En fait, moi, je fais pas ça et je suis pas là pour juste mon organisation. En fait, c'est pas ça qui est important. Donc, ça redonne un sens de l'action collective euh, qui est super fort et super important. Et ça vaut, voilà, ça me nourrit en fait au quotidien. C'est ça le moteur de l'action. Ça ravive aussi quand il y en a besoin, la flamme de pourquoi est-ce qu'on est là, dont parlait Léna en intro. Donc ça c'est clair. Si je peux me permettre C'est hyper là-dessus, clair. ce qui est, moi j'aime bien de manière un peu provocante questionner des assos sur les priorités, en fait, de se dire finalement peut-être que notre KPI numéro un, dans le fond, vaut mieux, entre guillemets, se planter soi avec sa structure, mais que toutes ses parties prenantes réussissent que l'inverse. Et du coup, en fait, quand on pense à une organisation comme étant organisée autour de la réussite de sa mission, ça suppose aussi de faire radicalement remonter le soin et le soutien qu'on peut apporter à des parties prenantes, et pas forcément, par partie prenante, c'est pas forcément ses copains et ses alliés, mais en gros, le fait de faire réussir l'écosystème avant soi-même, ce qui est en fait d'ailleurs fondamentalement en contradiction d'une certaine manière, parfois avec nos modèles économiques, donc ça crée des tensions, mais j'aime bien aller gratouiller là-dessus en se disant, en fait, vaut mieux se planter soi et que tout le monde réussisse que l'inverse, quoi. Donc je comprends le côté, ça Voilà, remet mais au centre le collectif. c'est clair que ça crée des tensions, puisqu'évidemment, ce discours-là, vous ne pouvez pas l'avoir au quotidien, je sais pas, dans certaines relations avec vos équipes ou avec vos financeurs. Enfin, bon, voilà. Mais en tout cas, moi, ça crée ça chez moi. Et l'autre versant enfin, du sujet, quoi, c'est que parfois, ça a créé, enfin, souvent ou parfois, ça crée une forme de colère quand même, c'est un peu naïf, mais je me dis, waouh, mais notre quotidien de dirigeant associatif, il est déjà tellement compliqué entre les enjeux de modèle économique, les enjeux humains, les enjeux d'impact social ou environnemental, les ambitions qu'on se donne, et c'est déjà tellement difficile de réussir à concilier tout ça, que là, se rajouter encore plus l'ambition systémique, c'est un peu naïf hein, de réagir comme ça, mais plusieurs fois, je me suis dit, mais pourquoi en fait on se rajoute d'une certaine façon cette complexité, cette approche donc voilà, est-ce que parfois je me suis dit mais en fait dans l'approche systémique on apprend que voilà il faut pas, on a beaucoup déconstruit ça pendant la colo aussi, mais il faut pas forcer les choses, enfin tu peux pas forcer la transformation d'un système, il faut juste faire en sorte que tous les éléments soient prêts et puis à un moment ça se transforme. Je le dis mal, mais et en fait, ça, est-ce que parfois ça crée pas du désengagement de dire bon de toute façon, en fait, je peux pas forcer la transformation du système. Voilà, est-ce que donc du coup, est-ce que j'en fais assez? Est-ce que nos actions là, elles sont assez stratégiques d'une certaine façon? Est-ce qu'on agit vraiment au bon endroit? Enfin, voilà. Donc parfois, ça m'a créé voilà ce sujet-là de la colère. Et ça
ça s'illustre aussi vachement dans les tensions sur le modèle économique, ça c'est clair, et dans les relations avec les financeurs. Donc il y a des financeurs qui sont vraiment exemplaires sur ces sujets, et on voit soit moi dans les relations que j'ai avec eux, soit quand on parle avec les copains de l'écosystème, ben, on voit en fait ce que ça produit comme impact sur les équipes de dirigeantes, sur les gouvernances, sur les actions. Ben voilà, ça change tout en fait dans la relation de confiance, dans le soutien dans la durée, dans un soutien qui n'est pas fléché, dans des critères d'attribution de financement ou des critères attendus qui changent en fait. Et ça, bah, voilà, ça fait vraiment la différence, mais c'est pas du tout la majorité encore aujourd'hui. Et donc, je trouve que ça rajoute en fait, enfin, cet aspect systémique un espèce de décalage entre le discours et les actions, ça peut créer de la tension, et chez moi en particulier, parfois de la colère. Merci Jo Mais pour ce voilà. partage en toute sincérité. C'est intéressant parce qu'en fait, finalement, ce qui se dégage en filigrane de tous ces webinaires, c'est qu'on est toujours sur des lignes de crête. Et là, tu parles de la ligne de crête et de la tension entre l'espoir et le désarroi, entre le fait d'introduire du doute, mais quand même avancer, etc. Et moi, ce que j'entends quand même derrière ça, c'est un besoin de soutien fort. Et quand on a le courage, entre guillemets, d'aller affronter de travailler sur ses effets de bord, de l'affronter ses vulnérabilités, d'être dans des logiques plus collectives, etc. Ça suppose aussi d'être bien ancré, du coup, notamment bien soutenu. Là, tu parles des mécènes. Il y a pas que eux, mais en tout cas, c'est comment on fait écosystème ensemble pour aller vers ça, parce que les assos peuvent pas porter cette charge seuls, quoi. Moi, c'est ça que j'entends. Jérémy, de ton côté, qu'est-ce que je sais pas si tu nous entends Ouais, bien. c'est bon. C'est bon, c'est Qu'est-ce bon. que ça provoque pour toi d'adopter une approche, une posture plus systémique en tant que dirigeant? Alors déjà, vraiment, Jo, enfin, je bois tes paroles dans le sens où enfin, je suis hyper aligné avec ce que tu dis. Enfin, je le ressens vraiment chez moi, tout ce que tu as raconté. Moi, peut-être pour ajouter trois petites choses qui sont aussi elles-mêmes un peu paradoxales. Euh, la première chose, c'est peut-être donc ça apporte à la fois quelque chose, ça a beaucoup d'apaisement et à la fois de difficulté. Euh, ça m'autorise vachement plus à, on va dire, à assumer de prendre une place dans l'organisation. Et c'est celle-là que je veux. Et c'est celle-là que je veux défendre. C'est une place qui est cohérente avec ma vie personnelle, voilà, avec mon couple, avec ce que j'ai envie de faire de ma vie personnelle et qui est aussi, je pense, cohérente avec l'organisation et construire l'organisation autour de cette place. Donc, c'est hyper égoïste, en fait. Construire mon projet. Et donc, mais en même temps, je me dis que bah, si moi, je passe mon temps à me dire que les gens ils seraient un peu plus à l'aise s'ils arrivaient à prendre leur place, autant que je me l'applique qu'à moi-même, en fait. Et alors qu'on est un peu dans une posture sacrificielle, souvent, je pense, de dirigeant, on doit penser, ou dirigeante, on doit penser à l'organisation avant tout, etc. Blablabla. Mais voilà. Donc, en tout cas, ça m'autorise ça. Donc, moi, et je peux vous assurer que, enfin, sur des projets que j'ai lancés peut-être, enfin, que j'ai participé à lancer au bout de 6, 7, 8 ans d'expérience, je pense à l'Escabel ou je pense à Belleville. Euh, En fait, dès le début, j'ai pris une place j'ai posé ça. Je ne serai pas dans des positions opérationnelles, chose. Je ne suis pas, voilà, je suis à côté. C'est hyper dur parce que moi, je suis toujours rattrapé par vouloir faire, mais les choses. Mais et en fait, c'est trop bien. Et moi, j'ai vu la puissance d'assumer une place et de garder le cap. Et le deuxième, par contre, à l'inverse, sur des projets un peu comme Palanca ou même Léa de la Cartoucherie, en fait, Léa, on les a lancés en 2016, les premières réflexions et discussions. Et en fait, donc là, moi, j'ai pris une place qui n'était pas la mienne, qu'aujourd'hui, j'aimerais avoir. Tu vois. Donc, il y a tout un travail de réajustement qui est long, qui est complexe, voilà, déjà, dans les projets où je suis à l'aise dans ma place, je mets 5 ans à y trouver. Donc, je me dis aussi que les projets dans lesquels j'avais une place qui n'était pas celle que je voulais, que je veux demain pour moi, ça prend du temps. Et il faut l'accepter. Et donc, ça m'apaise aussi dans le fait de prendre ce temps-là. Je pense qu'il y a beaucoup d'histoires de patience, d'apaisement. Moi, je suis désolé, enfin, je suis un peu, là, depuis 2, 3 jours, en fait, je ne suis pas trop l'actualité et tout.
j'ai l'impression que c'est dur. Mais en fait, moi, c'est hyper logique ce qui se passe. Donc, à partir du moment où c'est logique et que j'ai pas la maîtrise de ça et qu'en plus ça va s'amplifier, bah, finalement, ça me touche pas trop, en fait. Je suis apaisé par rapport à cette montée, en fait, des tensions et des positions qui peuvent être, excluantes, en fait. Donc c'est un peu ça. Donc après le désagrément de ça, c'est que cette patience-là, cet apaisement, bah, peut-être que nous, on peut l'avoir, en tant que, dirigeants qui avons, le droit de prendre du recul, qui avons le droit de se former sur de l'approche systémique, qui avons le droit d'être supervisés, qui avons le droit, en fait, mais tous les autres, qui sont au Farnac là, sur le projet, en fait, ils ont pas cette patience. Donc ça crée un décalage. Enfin, ils peuvent pas l'avoir. Ils s'autorisent pas ces choses-là. Donc vous voyez cette patience-là, en fait, moi je me dis souvent, arrête de dire dans 10 ans, on y arrivera, ça a de l'impact, en fait. Patience. En fait, donc c'est voilà, bon bref, ça crée des choses un peu en fait, moi je suis quelqu'un, vous le rappeliez et enfin, merci pour ces mots, ça me fait du bien, mais je n'ai pas l'impression du tout d'être dans ce truc-là que vous allez présenter, mais enfin, des bouts peut-être, mais en tout cas, j'ai une grande énergie et j'ai besoin de me mettre des limites. Et quand on va sur voilà, par exemple, des questions d'addiction, où moi j'explore plein de trucs, je fais 3 milliards de trucs à la fois et c'est insupportable pour beaucoup de gens, pour moi-même, je suis prêt dans des comportements qui des fois ou avant pouvaient être autodestructeurs. Donc j'ai besoin de me mettre des limites. Et en fait, avec cette approche systémique, ça rend les limites très, très belles. Très, très, donc en fait, on a envie de les suivre, ces limites. Et moi, je relie beaucoup ça, quand dans le ESS, on parle de limites sur le pouvoir des gens, sur la lucrativité des projets, sur la richesse, heu, l'enrichissement. En fait, ça devient des trucs, des belles limites qui sont sécurisantes, et que j'aime en fait, maintenant en fait, suivre. Et c'est voilà, donc c'est Mmh. à chaque fois un peu, voilà. Merci Jérémy, Ça apporte du bon, enfin, pardon. Merci, je pensais que tu avais fini, je t'ai coupé, désolé. Hyper intéressant à la fois ce côté de la. En fait, on peut déjà commencer à faire le parallèle entre le côté personnel et organisationnel. La question de la juste place, enfin, vous en parlez, et on est un peu déjà dans la danse, c'est de se dire comment j'assume une juste place, comment en même temps une juste place quand on danse, c'est pas juste marcher sur les pieds de l'autre, entre guillemets, c'est pas juste s'imposer. La juste place, justement, c'est par rapport à là où en sont les autres, mais c'est ne pas s'oublier dedans, et c'est pas oublier l'autre. Donc on est vraiment dans le domaine de l'interaction et du fait de conscientiser, en fait, ça, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas forcément des choses qui sont faciles, mais au moins on met de la conscience sur ces tensions, sur ces influences croisées, etc. Et en fait, on peut avoir un raisonnement vraiment analogue, je pense, par rapport aux structures, à savoir que je constate, en tout cas moi, que l'approche systémique amène les organisations à se questionner sur leur juste place et ne pas toujours aller faire ce qu'on pense pouvoir être, enfin, à se dire quelles sont mes limites et où est-ce que où est-ce que je ne vais pas aussi, où est-ce que j'assume que c'est pas mon rôle, où est-ce que j'assume que il vaut mieux aider d'autres à faire que faire soi-même, etc. Donc, je pense qu'il y a déjà, enfin, j'espère que tout le monde arrive à tirer les fils des liens entre ce dont vous parlez sur des postures personnelles et la manière dont on peut finalement filer les analogies au niveau des orgas. Euh, Très rapidement, peut-être là-dessus, parce que j'aimerais qu'on passe ensuite à un autre thème de questions, mais très rapidement, euh, qu'est-ce qui peut-être, on parle, et à nouveau, je pense que c'est dans notre responsabilité de pas être prosélyte sur l'approche systémique, donc c'est bien de parler aussi de ce qui est difficile. Moi, j'aimerais vous poser peut-être une question de plus là-dessus. Qu'est-ce que vous avez trouvé dur dans l'adoption de cette posture, de cette manière d'être, de voir les choses et d'agir? Peut-être un élément que vous avez peut-être trouvé difficile. Joséphine, si tu veux commencer. Moi, l'élément le plus important dont on a déjà un petit peu parlé au début, c'est le courage de la nuance, tout le temps. Tout le temps sur n'importe quel sujet. Exemple sur cette question de voilà de l'approche systémique. À quel moment est-ce que trouver le juste milieu entre le moment où ça doit être partagé, on doit mobiliser les équipes dessus, on doit en parler à nos parties prenantes et on doit avoir cette lecture-là, et à quel moment en fait c'est pas le moment, c'est pas le sujet, ça va créer trop de questions, trop de doutes, trop d'incertitudes.
Je vois, il y a des questions dans le chat là-dessus sur en fait comment est-ce qu'on réussit à embarquer nos gouvernances, nos équipes. Et je trouve que ben voilà, faut savoir trouver le juste milieu entre en parler ou pas. Quand moi je vois des effets de bord potentiels et que l'équipe en fait elle doit avancer parce que il y a telle et telle deadline à faire, que toi tu as réussi à prendre un peu de hauteur sur ce sujet, en fait est-ce que c'est le moment d'en parler ou pas? Enfin, je trouve que ça c'est vraiment ouais, c'est vraiment difficile de réussir à Faire vivre la nuance. ouais voilà Ok. le pouvoir de enfin le courage de la nuance, ouais. Merci, Jo. Jérémy, de ton côté, Bah ouais, dire ou pas dire, moi c'est plus faire ou pas faire, intervenir ou pas intervenir. Et il y a des fois où c'est hyper dur parce qu'on voit bien que, bah, enfin, notamment sur les halles, vous pouvez pas vous imaginer, la personne, si un jour une personne s'amuse à vouloir piloter ou coordonner les halles toute seule, elle est dead, c'est pas possible. En fait, il y a 250 personnes qui travaillent, c'est une fourmilière. Donc, en fait, il y a un enjeu à rester à des positions où on ne fait pas et on prend du recul, on voit la souffrance des gens sur le terrain. C'est hyper dur de ne pas intervenir, surtout quand moi, où je suis en mode sauveur là, tout le temps. Et donc c'est un apprentissage de ouf, c'est trop dur. On a l'impression de lâcher les gens, on a l'impression ouais, c'est même en première approche, c'est inéthique en fait de mon point de vue. Et c'est là où il y a besoin d'échanges, de supervision, de SAS, de groupes de codev pour essayer d'être à l'aise avec le fait de ne pas intervenir ou d'intervenir un peu différemment. Ou, de mon point de vue, intervenir fort quand il faut, avec conviction là où, par exemple, normalement, avant, je serais passé par 3 milliards d'étapes de discussion, de machin, de trucs. Là, on a fait intervenir, par exemple, il y a 3 mois, un psychologue spécialiste de l'organisation à la systémicien. Bien sûr, parce qu'on avait eu un partage d'expérience d'intervenants comme ça, et puis parce que la colo m'a fait du bien. Mais donc, c'est une personne qui a interviewé une quinzaine de personnes clés dans les halles pour essayer de décoder, on va dire, les interactions, les fonctionnements, parce qu'il y a des endroits de souffrance, il y a des endroits où ça grippe. Et je me posais la question de savoir si c'était un problème, un vrai problème grave, entre guillemets, ou c'était pas un problème, c'était normal. Bien sûr, la réponse est les deux. Mais là, pour le coup, bah, j'ai pris mes responsabilités, j'y suis allé. Et donc, intervenir clairement, fermement. Moi, je pense qu'il y a la moitié des personnes qui pensent que c'est débile, c'est toujours débile et que ça servira à rien, on a perdu du fric. Je pense, en tout cas, moi, ça m'a fait un bien énorme et je relis tous les jours, j'exagère un peu, mais ce diagnostic quand ça va mal, parce qu'en fait, je comprends beaucoup mieux ce qui se passe dans le projet et ça m'aide à me positionner. Et je pense que ça aide d'autres personnes à mieux se positionner. Voilà. Donc, c'est voilà, faire ou pas faire. Désolé, un peu long. Merci, merci Jérémy. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, en tout cas, moi, les personnes formées à l'approche systémique qui interviennent dans l'organisation expliquent souvent les choses en disant, je vais vous raconter pourquoi c'est normal que vous soyez dans ces difficultés-là. Et du coup, ça amène un peu cette notion de, si on regarde les choses dans l'ensemble, en fait, les difficultés sont logiques, mais après, l'enjeu, c'est de les comprendre par avoir des prises dessus. Merci Jérémy. Une question peut-être sur, on a parlé des relations, on est rentré pas mal par cet angle-là. Comme j'ai pu l'introduire rapidement au début, l'approche systémique invite surtout à s'intéresser, enfin invite en tout cas à porter une attention particulière aux relations. Est-ce que du coup pour vous, peut-être Jérémy, tant que tu es là et que ça a l'air de bien passer, est-ce que pour toi du coup ça a changé certaines relations avec certaines parties prenantes, ou est-ce que ça a vocation à changer certaines relations? Je sais pas enfin, voilà, je te donne la parole. Yes. On est à la bourre. Oui, on n'est pas en avance, ouais. Oui, on n'est pas en avance, donc pas forcément. On va se débrouiller. D'accord, ça Ah, marche. non, c'est Je passionnant. fais vite alors. Euh, En fait, j'ai Ça passe pas bien à nouveau, pardon. alors moi je voulais vous parler de 3 relations, donc je ne vais pas vous parler de ces 3 relations. J'aurais aimé vous parler de
éventuellement de mes relations avec les investisseurs, est-ce que là, ça va mieux? Ça marche mal, Jérémy, je suis désolé. Peut-être que je Ouais, vais ouais, bien poser sûr, la bien sûr. question un jour en espérant que ça fonctionne juste après, si tu es OK. Désolé. Du coup, Bien je sûr, bien te laisse sûr. la parole, Joey. Est-ce que tu veux nous parler de certaines relations qui ont pu évoluer? Ouais. Alors oui, je peux donner deux exemples très récents d'ailleurs dans quelle mesure est-ce que ça change ou on essaye en fait enfin, ouais, ça change l'approche et la façon de faire, c'est clair. Ce que je disais tout à l'heure, pour moi, c'est que une des forces énormes, c'est ça remet l'aspect logique collective. Enfin, ça remet une ambition plus forte sur la logique collective des actions. On parle beaucoup d'alliance, de coopération, et ça, je trouve que c'est vraiment fort. Donc, on l'avait déjà d'une certaine façon dans notre façon de fonctionner, mais je pense que là, ça permet vraiment d'aller beaucoup plus loin. Un exemple très concret, depuis quelques mois, enfin depuis quelques mois ou depuis quelques années presque, le sujet des jeunesses et de la place que ça prend dans le projet Ticket est une question récurrente. Je m'explique. Nous, depuis le départ, il y a une vision d'avoir une diversité de profils importants en termes d'âge, en termes de parcours, en termes d'origine, en termes de niveau d'études, de milieu, etc. Et on fait le pari, même si on a du mal à l'expliquer, que voilà, dans un monde de plus en plus polarisé, le fait d'avoir des programmes où il y a une pluralité de profils, ça crée plein de choses super importantes sur ce que ça partage comme message, sur ce que ça permet d'apprendre de soi, d'apprendre des autres, d'apprendre à coopérer avec des gens qui viennent d'autres milieux, qui ont d'autres avis, etc. Donc, on défend cette partie-là. Depuis quelques mois et quelques années, on a à la fois venant des financeurs qu'on rencontre, beaucoup de demandes autour, mais pourquoi vous n'avez pas un programme spécial sur les jeunes? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas un programme spécial sur tel public, tel public? De l'autre côté, on a dans l'équipe des personnes qui sont super investies à titre perso aussi en parallèle sur ces questions de la jeunesse. Et moi, j'adore cette vision-là. Ça a un impact énorme, évidemment, mais je vois aussi qu'il y a beaucoup de structures qui sont déjà, en fait, c'est déjà leur cœur de métier. Nous, c'est pas notre cœur de métier. Et je vois déjà les difficultés qu'il y a à trouver des financements, à coopérer, à pas se retrouver en concurrence sur certains points. Donc, je me refusais à titre perso de dire bah go, on y va parce que je ne veux pas rajouter de la concurrence en fait là-dedans. Pour moi, c'est juste ça fragilise encore plus ces structures-là. Donc, je disais bah non, on n'y va pas. Sauf que en fait, c'est de plus en plus difficile à défendre quand quand il y a des propositions de financeurs en face, que nous on a des objectifs et qu'on galère à les atteindre, à boucler des budgets, qu'il y a des envies très fortes des équipes et de partenaires écosystèmes. Donc voilà. Et donc l'approche là qu'on a choisie, c'est ok, bah on y va, mais par contre, on y va avec d'autres. Enfin, on le fait en coalition, quoi. Si ça marche, s'il y a un besoin, si c'est utile. Et donc, on prend le risque de prendre plus de temps à échanger de façon ultra transparente sur c'est quoi les complémentarités. Est-ce que ça aurait un sens pour ces personnes qu'on veut accompagner, pas pour nous à titre d'organisation, parce qu'on est content de coopérer pour coopérer, mais plus quelle valeur ça crée pour les personnes qui sont accompagnées in fine. Et donc là, on est dans cette phase-là où on discute avec plein d'acteurs de est-ce que c'est utile et tout. Et donc ça, je trouve que ça change enfin, c'est un... Ouais, ça change la façon de voir les relations. Et donc là, c'est plein de parties prenantes différentes, des accompagnateurs, d'autres assos, des financeurs. Enfin, voilà, c'est un projet de coalition. Donc ça change. Mais derrière, c'est un énorme risque qui est pris humain et financier pour que, bah, voilà, pour investir ce temps dont il y a besoin.
Ça, c'est un premier exemple sur je sais pas si ça répond bien à la question. Oui, oui, à fond. Ouais, Et vas-y, peut-être je vais m'arrêter là et passer oui, à- peut-être on va tenter de passer la parole à Jérémy en espérant que ça remarche cette fois. Allez, on croise les doigts. Euh, Moi, en fait, j'aurais voulu vous parler de 3 types de relations et je pense que ça ferait trop long. Juste pour vous dire que à la base, je suis très en colère contre les gens qui ont beaucoup d'argent et donc indirectement contre les investisseurs. Alors moi, c'est moins mon champ à moi, il est moins d'être en interaction avec des mécènes. Et je serais encore plus en colère à être en lien avec des mécènes. Mais c'est plus les investisseurs. Et donc les banquiers ont des positions hyper dominantes, les pouvoirs, et puis les investisseurs là, qui permettent de générer de la confiance chez les banquiers. Et pareil, un peu en lien avec le monde politique, et j'en passe, et je passe. Et en tout cas, clairement, j'ai changé complètement mes pratiques, mon approche. Je comprends beaucoup plus, je me suis plongé dans tous les budgets des collectivités. Je comprends 10 fois mieux maintenant le fonctionnement des investisseurs et des banquiers à force de discussion et de connaître leur paradigme et leur façon de penser, leurs contraintes, leurs freins. Mais ça a tout changé chez moi. Bon, j'ai toujours un fond de colère, hein, mais en tout cas, ça m'a fait du bien. Peut-être là où ça m'a. Alors, je dis pas que ça a changé fondamentalement. Un autre point, moi, à titre perso, je suis très très mauvais manager. Je suis tourné vers l'extérieur de l'organisation. Euh, je, je, je n'arrive pas à prendre un temps soigné récurrent avec des personnes voilà, pour les aider à sécuriser leur cadre de relation, leur travail, etc., etc. Donc moi, je me suis concentré, en fait, je me suis toujours concentré contre des pairs avec qui j'avais une capacité, on va dire, à être d'égal à égal, à discuter, des gens qui étaient capables de me renvoyer des choses. Donc ça peut être des dirigeants, dirigeantes des structures dans lesquelles je suis engagé, ou alors ça peut être aussi d'autres personnes qui ont des rôles de coordination ou d'animation de ces écosystèmes, mais qui ont une capacité en fait à presque, entre guillemets, à me tenir tête, parce que et je me suis rendu compte, on va dire, de la valeur que ça avait de rentrer dans une relation vraiment, en fait, plus profonde avec ces personnes-là, au bénéfice de l'organisation, au bénéfice de l'écosystème, un peu plus transparente, où on avait le droit d'exprimer ses émotions, ses fragilités fortes, hem, où aussi je pouvais vivre aussi mes difficultés, enfin, mais voilà, et je vais pas me refaire en un jour, donc à la fois, c'est des personnes, en fait, où voilà, j'assume d'être un poisson et de ne pas être un oiseau. Et donc, je me mets en lien avec des personnes qui sont des oiseaux. Et en même temps, je travaille sur quand même cette capacité à petit apprendre à voler. Enfin, j'y arriverai jamais, mais au moins à mieux comprendre dans quel monde ils sont, parce que c'est des personnes qui vont être plus dans des organisations, dans des grandes capacités de management, par exemple, qui vont peut-être moins prendre de risques, qui vont mettre beaucoup plus de soins aussi elles-mêmes dans les relations. Et donc, c'est cet apprentissage de leur paradigme à elles qui peut-être me permet petit à petit d'être un peu mieux à ma place, moi, dans ce que je sais faire. Voilà. Donc, c'est. Voilà. Merci Jérémy. Une des questions un peu les plus fondamentales en fait quand on essaye d'enfiler des lunettes plus systémiques, c'est toujours se demander la question de quelles sont les bonnes raisons pour lesquelles tel acteur, telle relation, tel mécanisme se passe. Et la bonne raison, c'est pas une bonne raison d'un point de vue moral, c'est pas se dire du coup c'est OK ou c'est bien, mais c'est juste que quand il y a des phénomènes à l'œuvre ou quand certains acteurs portent certaines croyances, certains comportements, il y a de bonnes raisons à ça en fait. Et on peut assumer de les ignorer, mais du coup on perd de la perspicacité sur les situations, on peut essayer de les comprendre. Et comprendre, ça veut pas dire adopter ou pardonner ou je ne sais quoi, mais du coup, ça illustre bien ça, je trouve. Merci. Ah, je suis un grand adepte de tout le monde, il est gentil, hein. Bien sûr, et par contre, il y a plein de gens qui souffrent, et moi le premier, sur certaines Mm. situations et qui ont des comportements qui peuvent être sembler bizarres ou, ou peut-être qui peuvent faire souffrir à d'autres personnes, mais y compris les gens qui ont des niveaux de. Voilà. Mais en tout cas, l'approche systémique me conforte à cet endroit. Comprend les contraintes. On a moins d'une dizaine de minutes qui nous restent dans notre échange avant de prendre peut-être une ou deux questions. Du coup, moi, je voulais vous proposer d'aller encore un cran plus loin dans la manière, donc dans l'alignement entre vous, dans votre posture de dirigeants qui évoluent avec l'approche systémique, la manière dont votre organisation, vos structures, vos organisations évoluent elles aussi. Euh,
Et du coup, je voulais vous proposer de faire le petit exercice du double pitch qui est toujours intéressant à apprécier, mais je préfère peut-être vous poser une question sur la manière dont la stratégie de votre organisation et votre posture éventuellement coévoluent en fait. Dans quelle mesure est-ce que vous voyez, si à nouveau on repart de ce principe de base voilà, des échelles qui s'influencent, et des échelles différentes qui s'influencent, est-ce que vous voyez, vous, des choses évoluant, coévoluer, donc évoluer en parallèle, entre guillemets, et s'entre-influencer entre votre organisation et votre posture à vous. Peut-être Joséphine pour commencer? Allez. Moi, je pense à deux choses. La première, c'est dans ce que ça fait évoluer dans notre orga, la posture, le rôle, et comment les deux évoluent en même temps. J'ai l'impression qu'il y a eu un peu, si je fais une ultra grosse caricature, mais 3 phases sur ces sujets-là dans l'histoire de Ticket. Il y a eu les premières années où, en fait, par ADN, on faisait des choses qui pouvaient se rapprocher d'une approche systémique, mais on mettait pas du tout ces mots dessus, on savait pas du tout ce que c'était. Voilà, c'était dans l'ADN du projet d'une certaine façon, euh, mais voilà, c'était pas formalisé. Donc, il y avait à la fois l'impact direct qu'on avait sur les personnes qui étaient vraiment en émergence et dont notre mission, c'était d'activer, de révéler le potentiel de futurs acteurs de changement. Et puis, il y avait une dimension beaucoup plus large de transformation des représentations, des mentalités, de sensibilisation autour du rôle de l'innovation sociale. Euh, par diverses activités. Mais voilà, disons que c'était dans notre façon de faire, mais pas du tout formalisé. Ensuite, il y a eu, je sais pas, je dirais à partir de 2018 peut-être, 3-4 ans pendant laquelle on avait beaucoup une approche par projet. Donc, il y avait des projets de plaidoyer, des projets d'influence, des projets de production de connaissances, des projets de sensibilisation, des projets de réplication. Euh, voilà. Et là, on est plutôt dans une phase où on essaye de se dire, et c'est ce qu'on a beaucoup appris aussi dans la colo, comment est-ce que cette approche systémique, en fait, c'est pas une question de, je schématise, telle activité, ça vise un changement systémique, et puis telle autre, non. Ça se joue, en fait, à plein d'endroits différents. Ça se joue dans la composition de notre gouvernance. Est-ce que toutes les parties prenantes sont représentées? Ça se joue dans comment est-ce qu'on co-construit nos nouvelles offres. Ça se joue dans la place de la recherche, ça se joue dans le changement des relations, on en a beaucoup parlé, avec les médias, avec les financeurs, ça se joue dans le cœur de notre impact sur la transformation individuelle, ça se joue dans la compréhension de nos effets de bord et donc dans comment est-ce qu'on agit dessus. Enfin, je dirais c'est un mix entre à la fois des projets et surtout une approche qui infuse en fait partout. Ça, on l'a beaucoup appris, ou plutôt désappris dans la colo. Donc, ce que tu as désappris, si j'ai bien compris, c'est de passer du côté. Avant, il y a les projets systémiques et ceux qui ne l'étaient pas forcément. Et en fait, c'est plutôt faire infuser une culture systémique dans l'ensemble de. Ouais, exactement. Et du coup, toi, ta posture évolue et la posture de l'orgue évolue. C'est un peu ça le parallèle. Ouais, Ok. ouais, merci. Tu le dis mieux que moi. Et ensuite, je pense la deuxième chose qui bouge, c'est sur voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le courage de la nuance, et ça introduit du doute ou du questionnement. Peut-être questionnement, c'est plus positif, et du questionnement à la fois à titre perso et dans l'orga. Exemple, on a fait une grosse session, un gros travail sur l'identification, l'analyse de nos effets de bord récemment lors d'un dernier séminaire d'équipe. Et voilà, c'est un peu, comme je disais tout à l'heure, aussi paradoxal à titre de l'organisation. À la fois, c'est une forme de soulagement, une forme en fait, de lucidité, un exercice de partage en fait, qui soulage de regarder en face c'est quoi potentiellement des effets de bord avérés ou potentiels. Et donc ça, d'une certaine façon, c'est libérateur de se dire, OK, bah, ça, on regarde ça en face et maintenant, sur quoi est-ce qu'on peut agir? C'est quoi un effet de bord? Bah, en fait,
on changera jamais. Enfin, nous tous, enfin nous, le monde médiatique, il veut des histoires de super-héros avec des parcours de vie extraordinaires. Bah, en fait, on a beau faire à chaque fois qu'on échange avec un média, en fait, de dire mais regardez, il y a plein de gens que vous pouvez mettre en avant, des équipes, mettez en avant des collectifs, mettez en avant d'autres parcours, mettez en avant d'autres types de projets. Bah, en fait, voilà, je vais pas changer comment fonctionnent les médias et j'ai pas envie de prendre la responsabilité de ça sur mes épaules. Donc, on fait le max et voilà. Mais du coup, il y a voilà, gérer on parlait, voilà, le courage de la nuance entre la lucidité qui, en fait, libère et donne envie d'agir à titre collectif. Et en même temps, ça crée de la complexité. Donc là, il faut gérer après en interne faut pas que ce soit paralysant, quoi. Ça, on en a beaucoup aussi parlé dans la colo. C'est intéressant parce que du coup, en fait, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai appris. C'était un peu un angle mort dans mon travail de recherche au début. C'était que je m'intéressais beaucoup aux effets de la proximité sur l'orga. Mais en fait, si les dirigeantes, les dirigeants ne bougent pas eux-mêmes, l'orga va difficilement bouger. Notamment sur cette question du doute, on peut difficilement introduire des questionnements des limites du doute, du travail sur les effets de bord, par exemple, dans une organisation, si les dirigeantes et dirigeants, notamment, pas que, hein, mais notamment, ne font pas ce même travail eux-mêmes. Ça n'a pas de sens, il y a un hiatus trop fort, quoi. Et ça, c'était assez marquant, on l'a vraiment constaté et appris à vos côtés. Jérémy, il reste encore, enfin, si tu peux prendre la parole sur ce sujet Trois en minutes. temps malheureusement court, ouais. Ouais, Merci. ouais. Alors, moi, je sais pas, c'est difficile hein, de ressentir ce qui se passe sur un grand collectif, sur 200 personnes. En tout cas, je vois ce qui se passe plus sur les personnes qui se passent le plus de temps, c'est les 10, 15, 20 personnes voilà, qui pilotent les projets ou qui les facilitent. En tout cas, moi, je vois que la puissance, j'insiste sur la puissance de la supervision et des groupes de codev. Donc, Amandine, moi, je travaille avec Amandine depuis 7 ans, peut-être 8 ans, hein, vous ne pouvez pas vous imaginer comment ça soutient. Je trouve que cette culture de l'accompagnement diffuse petit à petit. Et une autre chose, c'est peut-être un peu en lien, c'est la capacité à vivre les émotions et à soigner les mots. Petit à petit, je me vois évoluer là-dessus et je vois que les personnes autour de moi évoluent. Alors, c'est probablement elles aussi, ces personnes qui sont autour de moi qui me font avancer, mais donc ça se renforce et c'est cool, une belle boucle. Mais donc on ne sait pas d'où ça vient, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on a le droit de plus en plus de parler dans les réunions avec des mots qui sont pas communs en fait dans soi-disant des organisations. On a le droit de pleurer dans des réunions. J'ai le droit, je m'autorise des fois à pleurer dans des interfaces. Et moi, en tout cas, c'est une évolution qui me semble positive. Ça déstabilise au début. Je pense qu'il y a aussi la notion de conflit. Euh, moi qui suis au début très rapport de force conflictuel, rugbyman, blablabla, le mec viril, blablabla. En fait, je suis passé par une phase aussi de peut-être d'apaisement, alors notamment par rapport à moi-même, à un conflit avec moi-même. Et je trouve que ça permet de mieux revenir dans le conflit. Euh, Avec un conflit, un beau conflit apaisé, assertif, en fait, où on se dit les choses. Et ça, je trouve que, enfin, moi, je l'ai vu, en tout cas, notamment sur les halles, où vous pouvez pas vous imaginer la danse des conflits. Je vois des espaces, en fait, avec des très, très beaux conflits ajustés. Enfin, des conflits, c'est peut-être des gens qui mettront un peu peut-être moi, je vois pas de violence dans ce mot-là, hein, mais voilà, vraiment des divergences et qui sont de mieux en mieux adressées. Ça me fait tellement plaisir, vous pouvez pas vous imaginer, de voir un groupe en fait qui a l'habitude de se taper dessus ou de pas se parler, qui se met autour d'une table et puis petit à petit on trouve des solutions ensemble. Voilà, donc bon, plein de choses. Je pense que je vois aussi des limites se formaliser, notamment sur les questions de lucrativité, de rapport au salaire, rapport au capital. Et petit à petit, ça avance. Et en fait, ça fait tellement sens de se mettre des limites que ça embarque même des gens voilà, dont c'est pas normalement du tout le sujet de se mettre des limites, par exemple, sur les questions fric. Voilà, j'aimerais être là. Merci, à nouveau, et je propose à toutes celles et ceux qui écoutent de tirer les fils par eux-mêmes, mais c'est intéressant de se dire évidemment que
ce que vous partagez, notamment sur la question des limites, sur la question du conflit sain, etc., on peut faire l'analogie entre son orga et son écosystème, en fait. Introduire des relations saines entre les personnes dans son orga, c'est aussi introduire des relations saines entre son organisation et ses partenaires, ses concurrents, ses financeurs, ses bénéficiaires ou premiers concernés, etc. Et c'est vraiment intéressant de voir comment on peut finalement faire toutes ces analogies. Je laisse la parole peut-être pour qu'on prenne une ou deux questions qui ont été posées pendant le webinaire. Oui, merci beaucoup. Il y a plein de commentaires et de questions passionnantes dans le chat. Je vous invite à aller les regarder. Il y avait une première question, vous l'avez un peu abordée, mais je pense que ça vaut le coup d'y revenir sur comment gérer le doute en interne dans les équipes. Vous travaillez sur le courage de la nuance, sur vos propres doutes, sur insuffler du doute dans la culture de l'organisation. Comment ça s'accompagne? Est-ce que vous avez des bonnes pratiques? Désolé, Autre je question? sèche. Ouais. Non, non, je sèche parce que c'est hyper dur. C'est hyper dur. Je pense qu'il y a un enjeu quand même. À un moment donné, s'il y a un endroit où il faut intervenir, en fait, c'est piloter le niveau de tension et le niveau de conflit, le niveau de doute. Parce qu'en fait, moi, je me suis rendu compte que j'avais vous voyez, des fois, je dis plein de choses et des fois trop, et ça me met mal à l'aise. Et donc, c'est cette notion de transparence, j'avais l'impression que c'était hyper important, en fait, de tout dire. Et le problème, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte qu'en de cette manière-là, déjà, je contrôlais le projet, c'est une manière pour moi de contrôler le projet et en plus, ça pouvait apporter beaucoup de doutes, et alors que le rôle était quand même de sécuriser, de porter une vision. Je pense que quand même, ça fait plus de bien, à un groupe, de voir que, celui qui est hyper fort, il a le droit d'être vulnérable et il a le droit de dire, «J'ai besoin d'aide», je trou et donc ça met, une forme ça peut générer, oui, une forme de doute, mais par ailleurs, ça peut générer une grande autre chose de plus fort encore. Donc il y a du doute, mais il y a quelque chose de plus fort encore derrière. Voilà, donc je sais pas trop comment traiter le doute par contre. Jo, tu as des éléments de... Moi, le seul truc qui me vient, c'est, ouais, enfin, on est en test, hein, ça, donc c'est dur. Je sais pas si j'ai des bonnes pratiques, mais je trouve que c'est de distinguer, d'essayer de distinguer les espaces de questionnement et des espaces où, en fait, faut avancer. Et donc d'accepter que ça prend du temps aussi d'identifier. Ben, sur ce sujet-là, voilà ce qu'on va mettre en place. Et puis, je sais pas, essayer de limiter tel effet de bord, voilà ce qu'on va mettre en place. Et puis, on va voir ce que ça donne. On fera le point dans 3 mois, 6 mois. Est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé ou pas? Si oui, ben, on change d'approche. Enfin, si non, on change d'approche. Si oui, on continue. Et puis d'accepter qu'il y a des sujets sur lesquels, bah, en fait, on continue, quoi. Parce qu'en fait, on reste une organisation, on a besoin d'aller chercher les financements dont on a besoin, de délivrer les programmes qui sont prévus. Enfin, voilà. Donc, c'est réussir à... C'est un peu schématique, là, pour le coup. Mais accepter dans le pouvoir enfin, dans le courage de la nuance, il y a ce truc de aussi, voilà, il y a des moments où en fait, il faut un peu essayer de cloisonner, quoi. Peut-être un mini truc là-dessus. Moi, ce que j'ai constaté avec un certain nombre d'assos, c'est que, par exemple, quand on travaille sur les effets de bord, donc on a introduit du doute, est-ce qu'on n'est pas en train de provoquer cet effet indésirable? C'est bien aussi quand on ouvre certaines choses de parfois se dire, bah, ça, on le met sous scellé. En fait, c'est pas le moment, c'est pas le. Mais on l'a conscientisé au moins et on l'a assumé plutôt qu'en faire un espèce de truc sous-jacent où on le met sous le tapis, on sait, mais on le dit pas et on le met sous le tapis. Bon, au moins, on assume, tiens, on a peut-être cet effet. Mais par contre, si on pense que c'est pas le moment de bosser dessus, bon, bah, ok, on se l'est dit, on met sous scellé, on en parle peut-être dans un an, et on assume, mais au moins les choses, il y a une dimension conscientisation. Après, il y a des moments, il y a des personnes, il y a des. Enfin, je pense que c'est dur de tirer des bonnes pratiques générales, mais merci de vos éclairages. Merci beaucoup. Puis merci beaucoup aux participants des éclairages dans le chat, à la fois des recommandations de lecture et puis des synthèses aussi proposées par Fanny sur ce que vous avez partagé, Joséphine et Jérémy.
Une autre question plutôt sur les parties prenantes externes cette fois. Est-ce que c'est votre rôle de comprendre les logiciels des parties prenantes externes avec lesquelles vous travaillez, de comprendre leur logiciel, de comprendre leur paradigme et du coup de comment réussir à travailler quand même avec eux et pas juste de se dire bah, en fait ils pensent comme ça, c'est ça leur posture, c'est ça leur culture et on ne peut pas avancer. Toute petite question, 3 minutes pour répondre. Facile. Passif. Notamment peut-être avec les acteurs publics, comprendre le logiciel des acteurs publics, comment ils fonctionnent, quelles sont leurs contraintes et du coup comment danser avec eux. Jérémy, t'as un bout de réponse là-dessus ou pas, peut-être? Alors moi, j'ai découvert cette notion de client au changement là, dans notre colo. Et c'est génial. À creuser. Mais en gros, de pas perdre son temps avec des gens qui, dans tous les cas, veulent pas changer. Il y en a plein qui disent qu'ils veulent changer ou qui veulent collaborer, mais qui veulent pas, en fait, ou qui ont, c'est pas le timing. Franchement, ça permet d'économiser beaucoup de temps. Et moi, je, je, je passe, donc le temps que j'économise à vouloir convaincre tout le monde à l'extérieur, bah, je le concentre sur quelqu'un qui veut s'embarquer. C'est un peu j'ai envie de dire, le truc. Et après, quand il y en a un qui s'embarque, il y a le deuxième qui se rejoint, il y a le troisième, on fait des tours de table, notamment sur la question financière, mais pas que. Euh, donc voilà, j'aurais tendance à dire se concentrer sur une ou deux personnes, amener beaucoup de transparence, essayer de générer de la confiance. Aussi, mais ça c'est la théorie, mais c'est tellement vrai et puissant. Donc quand voilà, vivre des émotions avec les gens, quoi. Ça change tellement tout quand les gens ils viennent dans les halles, ils sont venus dans les halles quand on a commencé à ouvrir. Nos relations se sont transformées. Venez voir, venez, on va discuter. Et donc voilà, donc voilà, c'est vraiment peut-être avoir un petit travail stratégique sur qui dans tous ces gens-là et l'extérieur, ça vaut le coup d'embarquer. Joséphine, tu veux ajouter des Bah, choses? le côté venez voir, ça ça change vraiment tout quoi. Je trouve en fait, venez sur le terrain, venez rencontrer les gens qui sont accompagnés, venez discuter, donc réussir à faire ça pour essayer pendant la colo, on a parlé d'expérience émotionnelle correctrice, leur faire vivre en fait ce qu'on essaye de prôner. Mais bon, il y a aussi le côté un peu lâcher prise à certains endroits, de pas s'épuiser en fait pas s'épuiser quoi, pas y laisser sa peau non plus dans certaines relations. Je pense que la question est super dure, mais déjà, ce qui est intéressant, et même s'il n'y a pas forcément de méthode que vous avez à partager, c'est de se dire c'est un objet de travail. En fait, tiens, j'ai envie et j'ai un enjeu à mieux comprendre le logiciel de mes parties prenantes. Et par parties prenantes, c'est pas mes alliés, c'est les personnes concernées par le même problème que moi. Le fait d'en faire un objet de travail, même si vous n'avez peut-être pas la méthode en 10 étapes garantie 100% de succès, c'est déjà, en fait, ça change beaucoup de choses, je pense. Parce qu'on prête de l'attention, parce qu'on y met peut-être de l'énergie, du temps. Je sais pas. Euh, Amandine, tu veux peut-être Merci beaucoup. prendre la Il nous main? reste quelques minutes juste pour conclure, pour vous remercier tous les deux, Joséphine et Jérémy, pour ce webinaire dont on a tous senti qu'il avait une couleur particulière parce que vous avez joué le jeu aussi d'une forme d'intimité. Vous nous avez voilà, livré des choses qu'on livre rarement. Donc merci tout particulièrement aussi pour ça, pour nous avoir partagé ben voilà, tous les doutes, les cheminements et les prises de conscience. Moi, ce que je retiens de ces échanges ce matin, c'est la question de la conscience des tensions qui sont à l'œuvre, des polarités. On a parlé de la tension entre vulnérabilité et puissance, entre conviction, humilité, remise en question, entre espoir et désarroi. On a parlé aussi beaucoup de sortir de la posture sacrificielle, de sauveur, pour embrasser les limites, de la beauté des limites et du coup des interdépendances qui nous appellent à la coopération dans la conscience justement de ces limites. On a parlé aussi de comment
faire de la lucidité qui peut être un peu écrasante. Tu parlais, Jo, de la complexité ou de l'ambition qui peuvent parfois être écrasantes, en faire un temps de lucidité partagé pour savoir sur quoi agir et mieux le savoir ensemble. Tu parlais aussi, Jérémy, justement de ce dialogue, essayer de comprendre ce qui anime l'autre et du coup de partager plus. Et du coup, dans ce que Cyril nous parlait, nous exposait de l'articulation entre soi, l'organisation et l'écosystème, moi j'entends beaucoup l'appel à faire écosystème ensemble en trouvant notre juste place, en la revisitant régulièrement. À travers cette analyse de qu'est-ce qui bouge, où y a-t-il des clients du changement et qu'est-ce qu'on peut proposer comme expérience émotionnelle correctrice qui vont transformer les dynamiques et du coup faire en sorte qu'on puisse justement cheminer, avancer et travailler aux bons endroits ensemble. Donc, un immense merci à tous les deux. Merci à tous les participants aussi. Merci bien sûr à Cyril pour la préparation, l'animation de ce webinaire. Merci à vous tous participants engagés avec voilà, toutes vos questions, vos contributions, vos références, enfin, toutes les ressources que vous avez mises dans le chat. On les garde précieusement. On voulait aussi vous dire que ce cycle de retour d'expérience sur cette exploration systémique qu'on a mené avec ces 6 dirigeants se clôt ce matin, mais ce n'est pas évidemment la fin de cette exploration, puisque on est en train de réfléchir à la suite d'une deuxième colo avec peut-être une configuration différente. Il y aura évidemment la suite de l'anti-lead, de l'approche systémique de Cyril et d'autres propositions justement pour faire écosystème ensemble avec toutes les parties prenantes précieuses qu'on a citées, les financeurs, bien sûr, publics et privés, les accompagnateurs, les évaluateurs, tous les acteurs qui sont des précieux piliers de cette action collective. Donc merci à tous. On vous envoie évidemment dès qu'il est disponible le lien vers le replay de ce webinaire. Et encore merci pour ce temps ce matin. Jérémy et Jo, on disait qu'on avait besoin de ces espaces aussi de confiance. Donc merci de l'avoir créé ensemble. Bonne journée à tous. Merci à vous. Merci tout le monde. Merci pour Merci, bonne journée. les échanges dans le chat et les retours. Ouais.